Bonjour. Qui n'a pas rêvé un jour d'ouvrir son petit riad, une maison d'hôte pleine de charme au Maroc? C'est une image séduisante, hein? Ah oui, c'est un projet qui attire beaucoup de monde, c'est vrai. L'idée du soleil, de l'accueil. Exactement. Mais derrière le rêve, il y a une réalité économique. On va essayer de décortiquer ça aujourd'hui en s'appuyant sur l'expertise de Nabil Cheikh, qui a, je crois, une vingtaine d'années d'expérience dans l'investissement hôtelier marocain. Oui, c'est un domaine que je connais bien. L'idée, c'est de voir ce qui fait vraiment le succès ou parfois l'échec de ces petites structures, comment les rendre pérennes en fait. Alors justement, la petite taille, disons 5-10 chambres, ça change tout par rapport à un grand hôtel, non? Complètement. Ça impose des contraintes, mais aussi ça ouvre des possibilités différentes. Pour être rentable, surtout si on vise des prix assez élevés, il faut vraiment créer une expérience, pas juste une chambre. Une expérience premium, vous voulez dire? Oui, ou en tout cas très spécifique, très authentique. Parce que les coûts fixes, ben, ils sont là. Le personnel, l'énergie, l'entretien. C'est pas facile à amortir avec juste quelques chambres. Du coup, souvent, un prix moyen par chambre élevé est nécessaire pour que ça tienne la route. On pense à ces riads très chics à Marrakech ou ailleurs, qui peuvent coûter 2000, 3000, parfois même 5000 dirhams la nuit. Là, on est clairement dans un investissement professionnel, j'imagine. Tout à fait. Là, c'est un modèle d'investissement pensé pour la rentabilité dès le départ. On cible une clientèle qui recherche et peut payer pour quelque chose d'exceptionnel. Ça demande une vraie étude de marché, même rapide, un positionnement très clair. Mais il n'y a pas que ça. On trouve aussi des gîtes, des auberges plus simples, peut-être entre 400 et 600 dirhams. Eux, comment font-ils? C'est un autre monde. C'est l'autre grand modèle, oui. Le modèle que j'appelle parfois projet passion ou art de vivre. Souvent, ce sont des gens qui ne viennent pas de l'hôtellerie, parfois c'est une reconversion ou l'aménagement d'une maison de vacances. Et là, la rentabilité pure, c'est moins le moteur principal. Disons que l'objectif premier est souvent de couvrir les charges, d'en vivre correctement, plus que de maximiser les profits. La clé ici, c'est une gestion des coûts ultra serrée. Comment? Ben, par la polyvalence du personnel, la même personne fait l'accueil, aide en cuisine, parfois le ménage, et surtout, une implication très forte des propriétaires eux-mêmes. Ils mettent la main à la pâte, vraiment. Le financement aussi est différent, souvent sur fonds propres, sans crédit bancaire. Et qu'est-ce qui attire les clients dans ce modèle plus simple alors? L'authenticité, le contact humain très direct, le côté familial, chaleureux. Il y a une vraie demande pour ça, pour des gens qui cherchent autre chose que les grands hôtels standardisés. C'est une proposition de valeur différente, mais tout aussi valable. D'accord. Deux modèles donc assez distincts. Mais pour les deux, j'imagine qu'il y a un défi commun, se faire connaître, vendre les chambres, la distribution, quoi. Ah oui, ça, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui. La dépendance aux grandes plateformes en ligne, les OTA, comme Booking.com ou Expedia, est énorme. Quel pourcentage des réservations ça peut représenter? Facilement 50-60%, voire plus pour certaines structures. C'est une visibilité incroyable, c'est sûr, accessible, sans dépenser des fortunes en marketing direct. Mais le revers de la médaille? Ben, ce sont les commissions, évidemment. On parle de 15, 20, parfois 25%. Ça pèse lourd sur la marge. Et puis, on perd le contact direct avec le client et surtout ses données. C'est dommage pour la fidélisation. Alors, comment on fait pour équilibrer ça? Pour ne pas être totalement dépendant? Il faut absolument encourager les réservations en direct, par téléphone, via son propre site web. La difficulté, c'est que les OTA imposent souvent des clauses de parité tarifaire. On ne peut pas afficher un prix plus bas sur son propre site. C'est délicat. Oui. Donc, la stratégie, c'est d'offrir des petits plus pour une réservation directe. Le parking gratuit, un départ un peu plus tardif, une boisson d'accueil spéciale, des petites attentions. Des choses qui ont de la valeur pour le client sans toucher au prix affiché. Et ça vaut le coup financièrement. Ah oui. Une réservation directe, ça coûte en frais techniques environ 3,5%. Comparez ça aux 15-25% des OTA, le calcul est vitré. Et puis, on récupère les données clients. On peut construire une relation. Au-delà de la vente, comment on crée cette fameuse expérience dont on parlait? Celle qui justifie le prix ou qui fidélise? Ça se joue beaucoup sur l'immatériel. La qualité du service, bien sûr, mais aussi l'ambiance, l'authenticité, le sourire, le conseil personnalisé. Il faut créer de l'émotion. Emotion first, comme disent certains. Le produit physique, le bâtiment, le mobilier, c'est secondaire alors. Non, pas secondaire. Il faut que ce soit correct, propre,
fonctionnel. Mais il faut être malin sur l'investissement. Inutile de mettre des sommes folles dans un canapé design dans le lobby qui sera abîmé en 3 ans. Mieux vaut investir dans la formation du personnel, dans les petits détails qui font l'expérience. Parce que c'est ça qui permet de se démarquer. Exactement. Et se démarquer, ça donne ce qu'on appelle l'élasticité prix, la capacité à ajuster ses tarifs, par exemple si les coûts augmentent, sans que les clients partent aussitôt voir ailleurs. Si on offre la même chose que le voisin, on est coincé sur le prix. Et le personnel, justement, dans cette création d'expériences. Il est absolument clé. Pour les gens en contact direct avec les clients, je pense qu'il faut recruter d'abord sur les aptitudes, le savoir-être, la passion du service, l'empathie, la chaleur humaine. Les compétences techniques, ça s'apprend plus facilement. La technologie peut aider, peut-être. Oui, pour automatiser certaines tâches, gérer les réservations, etc. Ça peut libérer du temps pour que le personnel se consacre vraiment à l'accueil et au service personnalisé. Quels autres points sont vraiment cruciaux pour la bonne marche de ces établissements? La gestion de la saisonnalité, c'est un gros enjeu. Il faut optimiser les prix quand c'est la haute saison et trouver des solutions pour remplir en basse saison. Comme attirer une clientèle différente. Voilà, clientèle d'affaires, petits séminaires, team building pour les entreprises. Ça demande parfois des aménagements, comme une petite salle de réunion, et un démarchage spécifique. Et les basiques incontournables? Ah ben, l'hygiène et la sécurité, c'est non négociable. Sécurité incendie, accès, propreté impeccable, c'est fondamental pour les clients et pour l'exploitant aussi. Imaginez une intoxication alimentaire. Ça peut tuer une réputation, voire entraîner une fermeture. La gestion des avis clients aussi, j'imagine. Essentiel. Voir les avis négatifs non pas comme une attaque, mais comme une chance de s'améliorer. Et répondre publiquement, ça rassure les futurs clients. Il y a aussi cette idée d'équilibre entre ce qui rapporte de l'argent tout de suite et ce qui construit la valeur sur le long terme. Tout à fait. Il faut vendre des nuitées, de la nourriture, ça c'est le cash qui rentre. Mais il faut aussi investir dans des gestes qui ne rapportent rien directement, mais qui créent de l'émotion et de la valeur. Offrir le thé à la menthe avec le sourire, un petit cadeau pour les enfants, apporter une carafe d'eau fraîche au bord de la piscine sans qu'on ne demande. Ce sont ces détails qui marquent. Oui, qui fidélise et qui génère le bouche à oreille positif. C'est vraiment de l'artisanat, du sur-mesure. Donc, pour résumer cette exploration, réussir sa petite structure au Maroc, c'est vraiment trouver le bon équilibre entre la passion du départ et une gestion très pro. C'est ça. Il faut choisir son modèle. Plutôt passion ou plutôt profit. Bien se différencier par l'expérience, pas juste par le produit. Avoir une stratégie de distribution intelligente et être très rigoureux sur les coûts, les risques, la relation client. C'est tout un art. Absolument. Et peut-être une dernière pensée un peu pour ouvrir la discussion. On parle beaucoup d'authenticité, de service sur mesure. Comment l'intelligence artificielle, qui progresse si vite et promet une personnalisation extrême, va-t-elle impacter ces petites structures? Ah, bonne question. Est-ce qu'elle pourrait redéfinir l'authenticité ou le premium? Peut-être. Est-ce que la technologie peut devenir une sorte de nouvel artisan de l'hospitalité, en complément de l'humain? Ou est-ce que ça risque de dénaturer ce qui fait justement le charme de ces lieux? C'est une réflexion intéressante pour l'avenir, je trouve.